Il est 16h50, c'est l'heure du grand dossier. Soyez les bienvenus en direct sur LCI. Poutine vient-il de trouver l'argument, le fondement légitime pour déclarer la guerre à l'OTAN? Le Kremlin assure ce soir que les Occidentaux cherchent à récupérer Kaliningrad, un territoire russe de 15 000 mètres carrés hautement stratégique. Il s'agit de 7 enclaves, regardez, de la même couleur que la Russie, au sein de l'Union européenne, coincée entre la Lituanie, la Pologne et la Biélorussie, une forteresse ultra militarisée devenue un bastion nucléaire. L'accusation russe intervient alors que de mystérieuses manœuvres s'organisent en Biélorussie et que Dmitri Medvedev accuse l'Europe d'être un ennemi à dénazifier comme l'Ukraine. La Russie qui fait une démonstration de force aujourd'hui à Moscou. Regardez, des chars de combat en préparation du 9 mai et les drones Shahed iraniens sur des camions militaires russes, une première. Quelles seraient les cibles de Moscou en Europe? C'est ce que nous verrons, carte à l'appui, avec le colonel Michel Goya et avec Gérard Longuet, ancien ministre de la Défense, qui nous rejoindra en plateau, alors que le quotidien britannique The Times s'est procuré des conversations secrètes entre ministres européens de la Défense, et l'aveu est cinglant. L'Europe est en réalité trop faible pour envoyer des troupes en Ukraine face à Poutine. Kaliningrad, Poutine menace l'OTAN, c'est le thème du grand dossier ce soir. Et regardons ensemble ce que dit Nikolai Patrouchev, le conseiller en qui Vladimir Poutine a toute confiance. L'OTAN s'entraîne à des scénarios impliquant la prise de la région de Kaliningrad et des frappes préventives sur les arsenaux nucléaires lors d'exercices près des frontières de la Russie. Kaliningrad, le territoire russe dans le viseur de l'ennemi otanien, une obsession de Vladimir Poutine depuis un an déjà. Écoutez. La région de Kaliningrad est naturellement la région la plus à l'ouest de la Russie. En raison des actions illégales de certains pays, Kaliningrad voit ses chaînes de production perturbées, des tentatives de blocage de transport et bien sûr des entraves au travail des entreprises. Allons plus loin dans le grand dossier. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir le colonel Michel Goya. Bonsoir. Bonsoir Marilyn. Consultant militaire pour LCI et aussi professeur, carte et infographie à l'appui devant le grand écran. Élève. Magali Barthès, bonsoir. Notre éditorialiste international pour LCI. Gallagher Fenwick, bonsoir. Bonsoir Marilyn. Vous êtes grand reporter, spécialiste des questions internationales. Et Aurélien Duchesne est avec nous, consultant géopolitique et des questions internationales et de défense. Merci Aurélien Duchesne d'être avec nous. Une image illustre ce soir l'état d'esprit d'un Vladimir Poutine plus que jamais en guerre. La Russie qui fait une démonstration de force aujourd'hui à Moscou, des chars de combat qui défilent en préparation du 9 mai. Pour nous, c'est le 8. Pour les Russes, ils célèbrent la victoire contre l'Allemagne nazie le 9 mai. Et dans ce cortège, des drones Shahed iraniens placés, regardez la photo, sur des camions militaires russes. Une première. Quel est le message envoyé à l'Europe, à l'OTAN également, alors que Poutine assure officiellement qu'il est prêt à arrêter la guerre en Ukraine, sous conditions évidemment, colonel? Alors d'abord, guerre ou pas guerre, il y a toujours un défilé militaire le 9 mai. Au passage d'ailleurs, il avait été plutôt réduit les années précédentes parce que il y avait des besoins sur le front, quoi, besoin d'équipement sur le front. Là, il crevait peut-être un aspect un peu particulier dans la mesure où il commence à sonner un peu comme un défilé de la victoire, quand même, en Ukraine. C'est-à-dire qu'il a une importance particulière, des invités prestigieux,
Xi Jinping en premier lieu. C'est le panel le plus prestigieux depuis, qui assiste à ces cérémonies depuis le début de la guerre en Ukraine. Voilà, il y a certainement la volonté de à nouveau faire une démonstration de force, hein, c'est le but du défilé militaire, et de montrer un peu ce qu'est l'armée russe nouvelle. Là, on voit les missiles Shahed, en fait, les drones Shahed, iraniens, d'origine iranienne. En fait, ils sont fabriqués maintenant en Russie et sous le nom de Géranium. Donc là, ce sont des Géranium qui sont en train de défiler. Donc de montrer un petit peu ce qu'est la nouvelle armée russe et de la montrer aussi au reste du monde. Donc je pense que voilà, ils vont bien parader cette année. Magali. Puis ces drones et ce défilé, ça montre aussi la détermination de l'armée russe, hein, évidemment, qui va évidemment expliquer que... il y a une continuité finalement historique entre ce qui s'est passé il y a 80 ans, la victoire sur le nazisme, et en effet cette victoire que l'on sent annoncée, enfin en tous les cas ça va être le narratif du Kremlin, victoire sur l'Ukraine, avec cette obsession toujours de la dénazification de l'Ukraine. Et on voit bien, notamment Vladimir Poutine a pris la parole encore hier, à quel point il veut vraiment remettre ce défilé dans cette perspective historique. Alors c'est vrai qu'il veut en faire une immense démonstration de force. Ces drones, c'est intéressant parce que évidemment chaque nuit encore, malgré les promesses de trêve, chaque nuit ces drones continuent de frapper l'Ukraine. Et c'est vrai que par rapport à d'habitude, il va y avoir 2 fois plus de dignitaires étrangers parce que vraiment Vladimir Poutine à la tribune, il fera un discours, va certainement dire à quel point les soldats russes aujourd'hui sont les nouveaux héros tels ceux de l'armée rouge en 1945. Gallagher Fenwick. Je pense qu'il y a aussi la volonté, au travers de cette démonstration, de montrer, c'est très important pour le 80e anniversaire de la victoire contre le nazisme, le caractère international du défilé et de la victoire. C'est-à-dire que puisqu'on est en train de revisiter cette histoire, c'est important, me semble-t-il, pour Vladimir Poutine de dire, vous savez, on n'est pas tout seul. Quitte à réécrire un petit peu la chose avec, effectivement, potentiellement des troupes nord-coréennes et puis des drones iraniens. Alors, on ne voit pas trop comment ça s'insère dans le narratif, mais passons là-dessus. C'est une manière de dire, on n'est pas seul. On a des alliés, on est du bon côté de l'histoire. La preuve en est, regardez, ils défilent victorieusement à nos côtés. Donc j'y vois également cela, outre tout ce qui a déjà été dit sur le caractère aussi très contemporain, innovant. On connaît désormais l'apport massif et décisif de ces engins dans différentes facettes de l'affrontement. Donc il y a un petit peu de tout cela. Et puis il y a aussi, j'allais dire de manière plus prosaïque, un Vladimir Poutine qui se sent victorieux, et donc c'est le moment parfait, 80e anniversaire, pour assumer la présence des Nord-Coréens sur le sol, l'utilisation des drones, et tout cela, manière de dire, nous n'avons rien à cacher, nous l'avons emporté, et voilà comment et avec qui. C'est dans ce contexte que le Kremlin lance cette accusation grave envers l'OTAN par la voix de l'homme de confiance de Vladimir Poutine, son conseiller en charge de la sécurité, Nikolai Patrouchev, qui dit « L'OTAN s'entraîne à des scénarios impliquant la prise de la région de Kaliningrad et des frappes préventives sur les arsenaux nucléaires lors d'exercices près des frontières de la Russie. » Avant de vous entendre sur cette accusation russe envers l'OTAN, arrêtons-nous, c'est très important, sur ce qu'est le territoire de Kaliningrad. De quoi parle-t-on? C'est ce territoire russe, donc on l'a mis en marron, le même marron que la Russie, puisque c'est bien un territoire russe qui est enclavé dans l'Union européenne, 15 000 mètres carrés, hautement stratégique, frontalier de la Pologne, la Lituanie et la Biélorussie, une forteresse ultra militarisée, devenue un bastion nucléaire pour la Russie depuis l'occupation de la Crimée en 2014. Là, on peut regarder les armes qui sont positionnées dans ce territoire ultra stratégique. Alors, on a d'abord ces armes avec une portée de 400 kilomètres. Donc voilà, on voit que la Pologne peut être touchée. Il y a aussi des Iskander, ces missiles balistiques avec une portée de 500
km et même des missiles Kinjal de 2400 km de portée. Là, ça veut dire que ces missiles, partis de Kaliningrad, pourraient atteindre toute la France, sauf l'Espagne. Donc, colonel, potentiellement, ce bastion militaire et nucléaire, il est capable de menacer l'OTAN. Bien sûr, c'est d'ailleurs son but. C'est une immense base de missiles. Alors les S-400, ils sont là pour protéger le site. Ce sont des missiles anti-aériens. Ils sont là pour protéger complètement l'exclave de Kaliningrad. En revanche, oui, vous avez indiqué, il y a une grande force de frappe de missiles Iskander. Donc ça, c'est les missiles sol-sol, balistiques, très durs à intercepter, qui peuvent porter une charge nucléaire. De 500 km de 500 km, donc ils peuvent taper déjà jusqu'en Allemagne, toute la Pologne, et encore une fois, j'y reviens, avec une capacité nucléaire. Et des missiles Kinjal, des missiles hypersoniques, également très difficiles à intercepter, plus longue portée, et possiblement aussi d'ailleurs peut-être porteurs de charges nucléaires. Donc c'est porter le feu nucléaire, ou éventuellement d'ailleurs ces missiles peuvent être utilisés conventionnellement. Donc ça veut dire que depuis Kaliningrad, on peut bombarder des villes à l'intérieur de l'Europe par des missiles, de la même façon que les Russes bombardent les villes de l'Ukraine. Donc c'est une menace qui pèse sur toute la région par ces missiles. C'est aussi une base navale, et donc ils ont aussi des capacités d'intervention dans la mer Baltique, ils ont des capacités anti-navires aussi. Donc voilà, c'est une sorte de gros porte-avions parce qu'il y a aussi des forces aériennes, il y a tout un tas de choses. C'est un immense porte-avions russe qui est installé pratiquement au cœur de l'OTAN. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le concevoir. Et du point de vue russe aussi, c'est une forteresse, parce que comme ça a été indiqué, les Russes considèrent que forcément il est menacé, que forcément il y a des plans d'attaque de la Russie, de l'OTAN contre la Russie. Juste un dernier point, je rappelle que pour les Russes, il n'y a jamais de plan offensif russe, il n'y a que des plans de défense, mais de défense offensive, et qui répondent à des plans de l'OTAN qui, eux, par définition, sont toujours agressifs. Et je termine vraiment là-dessus. En réalité, il n'y a pas de plan. Il faut le dire tout de suite, les plans de l'OTAN n'envisagent en aucune façon d'attaquer le sol russe où qu'il soit. Bien sûr, c'est un narratif russe très intéressant sur lequel on va revenir. Aurélien Duchesne, vous êtes avec nous. D'abord, pour qu'on comprenne bien l'enjeu de ce grand dossier ce soir, sur le caractère stratégique de Kaliningrad, ce territoire russe au sein de l'OTAN. Alors, de l'avis des Polonais et des Baltes, par exemple, l'exclave de Kaliningrad représente moins une menace qu'avant, à première vue, du fait de la transformation de la Baltique en un véritable lac otanien, avec les adhésions consécutives de la Finlande et de la Suède à l'Alliance. Mais de l'autre côté, du fait de la présence des équipements, des armements que vous avez évoqués, Kaliningrad, ça reste une bulle A2AD, c'est-à-dire capable de faire du déni d'accès pour des avions ou des navires de l'OTAN, par exemple de barrer la route à des renforts en cas de guerre. La deuxième chose est que Kaliningrad, même si le ministre de la Défense lituanien, par exemple, avait dit à l'été dernier qu'il avait vu des mouvements de troupes qui partaient de Kaliningrad pour aller renforcer le front en Ukraine, Kaliningrad, ça reste la zone la plus militarisée d'Europe en dehors du front ukrainien. On parle d'une vingtaine de milliers de soldats en temps normal. Les chiffres peuvent être considérablement augmentés. Et la dernière chose, c'est que certes, le fameux corridor de Suwałki a vu un renforcement massif de la présence, notamment de l'armée polonaise, et demain de l'armée allemande, par exemple, qui veut déployer 4000 hommes en temps de paix. Le corridor de Suwałki est moins vulnérable qu'il ne l'était avant, un peu comme la trouée de Fulda en Allemagne pendant la guerre froide. Cela dit, ce que craignent par exemple les Lituaniens, ce qu'ils disaient encore au printemps, c'est qu'ils ne croient pas forcément à une invasion analogue à celle qu'on a vue en Ukraine, avec des dizaines de milliers de soldats envoyés du jour au lendemain. Ce qu'ils craignent, c'est plutôt que la Russie veuille, par exemple, se saisir d'un avantage numérique qu'elle aurait à court terme, de prendre au dépourvu, par exemple, la Lituanie et d'imposer un fait accompli territorial. Parce que pour finir là-dessus, le temps que nous, les Alliés, on fasse des renforts massifs, ce qui prendra du temps. Je rappelle qu'il n'y a par exemple pas d'équivalent militaire en Europe de l'espace Schengen, qu'il serait très compliqué au niveau logistique aujourd'hui encore d'acheminer des renforts massivement. Les Russes peuvent faire monter les enchères, faire un fait accompli, une prise de gage territoriale, où à la fin se poserait vraiment la question de l'ampleur de l'effort qu'on est prêt à consentir. Est-ce qu'on est prêt, nous, Français, Britanniques, Allemands, à entrer dans une guerre ouverte contre la Russie? C'est, d'après les Baltes notamment, le calcul que pourraient faire les Russes. Restez avec nous, Aurélien Duchesne. Magali,
sur Kaliningrad. Pourquoi ce soir, parce qu'on avance en même temps que évidemment on parle de Kaliningrad, pourquoi ce soir la Russie accuse l'OTAN de vouloir envahir Kaliningrad? Quel serait l'intérêt pour les Occidentaux? Non, mais il est évident que c'est le narratif du Kremlin d'expliquer à quel point la Russie est toujours une citadelle assiégée et que l'OTAN est toujours dans une posture extrêmement agressive. C'est pour ça qu'on a ces déclarations régulièrement. L'OTAN s'entraîne, en effet. Il y a des exercices sur ce flanc est oriental, mais justement, on s'entraîne à répondre à la déstabilisation dont parlait Aurélien Duchesne, à cette déstabilisation potentielle. Mais il y a toujours cette volonté du côté russe de désigner l'ennemi. L'ennemi, c'est l'OTAN. Et c'est vrai que l'arrivée de la Suède, de la Finlande dans l'OTAN a complètement, en plus, déstabilisé le régime russe. C'est-à-dire que c'était vraiment l'effet inverse qui était escompté du côté de Vladimir Poutine en envahissant l'Ukraine. C'était de repousser cette menace. Et en fait, il s'est retrouvé, comme le disait le colonel, avec ce lac russe, cette mer Baltique, et donc cette exclave de Kaliningrad qui est le point sensible parmi les points sensibles, et en effet qui est identifié comme un territoire de déstabilisation potentielle, et c'est bien la raison pour laquelle l'OTAN s'entraîne en permanence, très régulièrement, à des exercices sur ce flanc est de l'OTAN. Gallagher, à quoi joue la Russie ce soir en accusant l'OTAN de vouloir récupérer par les armes le territoire de Kaliningrad? Alors, quand on lit la citation de Patrouchev que vous projetiez à l'écran, c'est pas exactement ce qu'il dit. Et moi, je pense qu'il faut lui répondre par l'affirmative, qu'effectivement, nous nous entraînons. Et c'est exactement cela. Et c'est une réponse, pour moi, si vous voulez, au regard très sceptique, dubitatif et légitimement inquiet que l'on a sur l'exercice Zapad à venir en septembre 2025, au cours duquel, sur le sol de la Biélorussie, seront stationnés, non pas comme ça avait été pensé ou dit à l'origine, quelques 20 000 hommes ou quoi, mais on va avoir 100 000 hommes. D'où l'inquiétude, encore une fois, exprimée par le président ukrainien Zelensky à ce sujet. Il faut se souvenir que c'est comme ça, en partie, que commence la tentative d'invasion totale de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Donc il y a, si vous voulez, la Russie qui joue cet effet miroir, parce que les Russes nous regardent, ils nous écoutent, ils entendent évidemment que nous parlons de leur velléité. Aurélien Duchesne parlait des États baltes. Voilà, on est tout le temps en train de regarder du côté de Narva, de la Lituanie, etc. Donc c'est leur manière aussi de nous accuser, de nous dire, en fait, vous menacez Kaliningrad. Donc c'est cette espèce d'inversion dont ils sont coutumiers, psychologique assez classique. Mais je pense qu'il ne faut pas, encore une fois, alors avec beaucoup de diplomatie et d'intelligence, mais se démonter face à ce genre de déclarations qui sont des menaces à peine voilées, dire effectivement, nous nous entraînons. Je veux dire, le président français l'a clairement dit, la menace vient de l'Est. Quoi de plus normal face à celle-ci que de se préparer et de s'entraîner, non pas parce que nous avons l'intention de vous attaquer, mais dans une posture effectivement de sanctuarisation de nos territoires européens et otaniens. Aurélien Duchesne, certes, il y a des entraînements, c'est un fait, comme le rappelait très bien Gallagher, quasiment aux portes de la Russie, mais quel est l'intérêt pour la Russie de faire croire que ces entraînements sont une préparation à la guerre? Comme le disait Gallagher, on se rappelle du narratif russe pour justifier la guerre en Ukraine. On va être envahi, l'OTAN nous menace. Et là, nouveau narratif avec cette fois Kaliningrad. C'est le fameux complexe obsidional, donc c'est-à-dire l'idée d'un complexe d'encerclement. Les Russes, par exemple, ont, comme vous l'avez dit à l'instant, justifié l'invasion de l'Ukraine parce qu'au-delà d'un supposé génocide des populations russes et russophones d'Ukraine par Kiev, il y avait surtout l'idée qu'une Ukraine qui rentrerait, par exemple, dans l'OTAN serait un porte-avions pour attaquer la Russie. L'argument de protéger Kaliningrad ou de protéger, par exemple, Saint-Pétersbourg d'une attaque alliée, les Russes l'ont déjà ressorti dans de précédents exercices comme les fameux exercices Zapad. Zapad, ça veut dire à l'ouest en russe. Donc, quand ils déploient des dizaines de milliers de soldats pour combattre des nations fictives,
En réalité, ils se préparent dans les exercices et d'après les narratifs, par exemple, de la chaîne télévisée russe Zvezda, qui est une chaîne qui fait de l'armée russe en boucle, ils disent qu'ils se préparent à protéger, par exemple, Kaliningrad de quoi ? D'une invasion de la part de la Pologne qui se préparerait à transformer cette ex-slave à la renommer Krolewiec et à l'annexer à la Pologne. C'est le genre de délire qui peuvent nous faire sourire, nous, en France, mais quand, en janvier, février 2022, des politiciens russes disaient qu'il faudrait une invasion préventive de l'Ukraine, la plupart des experts français disaient que tout ça n'était que du bluff. Le deuxième intérêt, enfin, du côté Patrouchev à instrumentaliser cette menace, c'est que déjà, on se pose la question en Russie de l'après. L'ISW expliquait il y a 2 jours, par exemple, que tout montre que les Russes sont en train de faire des stocks de chars T-90M, par exemple, pour d'autres missions que de les envoyer en Ukraine, pour se préparer potentiellement à la guerre d'après. On peut concevoir, c'est d'ailleurs à mon avis le plus probable, que le Kremlin vende déjà le narratif de la guerre d'après, là où la population russe montre, d'après des enquêtes comme les enquêtes Levada, par exemple, une lassitude pour la guerre d'Ukraine aujourd'hui. Vous êtes bien devant le grand dossier consacré à cette question Kaliningrad. Poutine menace l'OTAN. Poutine vient-il de trouver l'argument, la justification pour déclarer la guerre à l'OTAN? Le Kremlin menace les Occidentaux, accusés de vouloir récupérer le territoire russe de Kaliningrad, bastion nucléaire, enclave au sein de l'Union européenne. Moscou qui désigne l'Europe comme le nouvel ennemi à dénazifier en même temps que l'Ukraine. Quelle seraient les cibles de Moscou en Europe? C'est ce que nous verrons carte à l'appui avec le colonel Goya et Gérard Longuet, ancien ministre de la Défense, qui nous a rejoint en plateau. Mais d'abord, les principaux titres de l'actualité. À la une, mon début de mandat est un triomphe. Ce sont les mots de Donald Trump qui fête ses 100 jours à la Maison-Blanche. Lui qui a promis de rendre l'Amérique plus riche et pourtant confronté à des chiffres qui disent le contraire. Le PIB des États-Unis est en recul au premier trimestre, moins 0,1% par rapport au premier trimestre de l'an dernier. Réaction quasi immédiate du président américain sur son réseau Truth Social pour s'en dédouaner. Il s'agit du résultat de Biden, pas du mien. Reste que l'annonce fait beaucoup parler aux États-Unis, où l'on retrouve Justine Jankowski, notre correspondante. Oui, c'est d'ailleurs une information qui fait la une de tous les journaux. Et ce matin, Wall Street réagit et ouvre en baisse. Alors forcément, ça inquiète ici parce que la majorité des Américains craignent une récession à venir à cause de la guerre commerciale lancée par Donald Trump. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce recul du PIB? Eh bien, la raison principale, en fait, c'est une hausse des importations, une hausse de près de 40%. En fait, les entreprises, les grands groupes ont importé en amont énormément de produits, de biens pour anticiper une hausse des prix due aux droits de douane. Nous, on l'a constaté en parlant, par exemple, il y a quelques semaines avec un importateur de vin. Lui, il a rempli son entrepôt de spiritueux pour anticiper la taxe sur l'alcool, par exemple. Alors, seule consolation, la croissance, la consommation ralentit un petit peu, mais seule consolation, le taux de chômage reste assez faible. On ne peut donc pas encore parler de récession ici aux États-Unis. Merci Justine Jankowski. Le suspect du meurtre d'Aboubacar Cissé, tué vendredi dans une mosquée du Gard, accepte d'être remis à la France. Son avocat l'a confirmé au service police-justice de TF1 LCI. Il pourrait être rapatrié mi-mai. Il est pour le moment encore en Italie où il s'est rendu de lui-même à la police dimanche soir. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Vous êtes bien, je vous le rappelle, devant le grand dossier consacré ce soir à Kaliningrad. Poutine qui menace l'OTAN. Gérard Longuet nous a rejoint. Rebonsoir, ancien ministre de la Défense. Merci d'être avec nous en direct dans le grand dossier. Le colonel Michel Goya, Magali Barthès et Gallagher Fenwick. La Russie désigne l'Europe comme nouvel ennemi à dénazifier en même temps que l'Ukraine par la voix de l'ancien président russe Dimitri Medvedev, devenu vice-président du Conseil de sécurité de la Russie, qui estime que la Finlande et la Suède sont désormais considérées comme des cibles potentielles pour l'armée russe. Скажем,
Soyons honnêtes, aucun pays n'a renforcé sa sécurité par une adhésion à l'OTAN. La Pologne, les États baltes et plus récemment la Finlande et la Suède en sont de bons exemples. Aujourd'hui, ils forment un bloc hostile à notre égard. Cela signifie qu'ils sont automatiquement devenus une cible pour nos forces armées, y compris pour d'éventuelles frappes de représailles, peut-être même nucléaires. Gérard Longuet, est-ce une forme de déclaration faite à l'Europe? Déclaration de guerre? C'est aussi un message tourné vers la Russie et vers les Russes, puisque le résultat très concret de l'invasion d'une partie de l'Ukraine par les troupes russes, c'est l'adhésion immédiate de deux pays qui se voulaient neutres, la Finlande et la Suède, leur adhésion à l'OTAN. Donc les Russes, même si c'est un système autoritaire, doivent rendre compte à leur opinion et expliquer pourquoi la Finlande et la Suède sont passés de l'autre côté. Et donc, toute la parole russe, c'est d'inventer des complots permanents, des offensives permanentes, des menaces certaines et absolues, alors que, hélas, depuis 2008, depuis la Géorgie, le Sud-Caucase, l'Ossétie du Sud et la Géorgie sont occupés par des Russes. En 2014, nous avons accepté, pour des raisons historiques qu'on peut comprendre, être bienveillant. En tous les cas, de ne pas ouvrir un conflit sur l'affaire de la Crimée qui, juridiquement, était sans fondement. Sans fondement. Donc, ce qui est embêtant avec les Russes, c'est qu'en général, ils disent des choses qui nous paraissent folles, et ensuite, ils les font. C'est exactement ça que j'ai envie de vous dire. Et je voudrais vous faire écouter, Monsieur le Ministre, ce que rajoute Dmitri Medvedev sur l'Europe qui doit être dénazifiée comme l'Ukraine. Compte tenu de l'expérience négative des années 1940, dont je viens de parler en détail, nous avons besoin d'une véritable dénazification. Le nazisme doit être éradiqué non seulement en Ukraine, mais dans toute l'Europe, à la fois en tant qu'idéologie, mais aussi par des efforts conjoints et décisifs contre différents États. C'était évidemment consternant. Enfin, on ne voit pas l'ombre du début de quelque chose qui ressemble à ce que dit ce monsieur. En revanche, il se justifie vis-à-vis de son opinion. La Grande Guerre patriotique, puisque c'est ainsi qu'elle est appelée, et qui d'ailleurs est 41-45. Le pacte germano-soviétique avec les nazis, c'est quand même une réalité de août 1939. Mais là, que la Russie veut faire oublier, elle le fait effacer de ses livres d'histoire. Et là, on a vraiment le discours standard tourné vers l'opinion interne russe, qui est de plus en plus ouverte sur des informations étrangères et qui doit, pour une partie importante de cette opinion, considérer que c'est un peu n'importe quoi. Mais c'est le pouvoir. Et je retiens ce que vous avez dit. Vous avez dit, la Russie dit souvent des choses folles, mais parfois elle les fait. Je me souviens qu'avant l'invasion en Ukraine, ils avaient dit, l'OTAN va nous faire la guerre, il faut dénazifier l'Ukraine, et on a vu le résultat il y a 3 ans. Et là, même narratif, l'OTAN veut nous faire la guerre, il faut dénazifier l'Europe. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que la Russie passe à l'action pour l'Europe? Profondément, je ne le pense pas. Mais on n'a pas le droit de baisser la garde et l'effort de mobilisation européen est absolument indispensable à poursuivre. Et ce que je crains dans l'opinion européenne, c'est la versatilité. C'est-à-dire, quand il y a une émotion, tout le monde signe en bas de la feuille, et puis dès que les vacances reviennent, le beau temps et le printemps, on oublie. Et je crois qu'il faut simplement s'engager dans un effort de long terme pour assurer l'indépendance de l'Europe, qui, je vous rappelle quand même, c'est 3 fois la population russe, l'Europe. On n'est pas des petits garçons. Le petit garçon, c'est lui, il y a 17 millions de kilomètres carrés, certes, mais avec une armée assez désuète et avec des systèmes de commandement et d'opération qui n'ont pas fait leurs preuves. Je rappelle que l'Ukraine, c'est 4 fois moins d'habitants que la Russie. C'est une armée récente et c'est une armée qui tient. Donc le Russe fait de la musculation en chambre, mais
il a les moyens d'être extrêmement, comme on l'a vu par exemple en Syrie ou dans le Caucase, d'intervenir sans vergogne et sans limite. On reviendra sur la capacité de réponse en armement face à la Russie. Colonel Goya, sur cette menace de la Russie contre l'OTAN. Alors, contre l'Europe, d'ailleurs, pas au passage. Contre l'Europe. Oui, l'Europe, c'est l'Europe. C'est intéressant de voir d'abord que dans le discours, l'ennemi, ce n'est plus les États-Unis. Oui. Il disparaît complètement des discours. Jusque-là, c'était l'ennemi qui veut manipuler le monde, qui veut renverser les régimes, les États-Unis qui veulent renverser les régimes, modeler le nouvel ordre mondial, etc. Bon, ça, c'est fini. Et donc, on passe à un nouvel ennemi principal qui est l'Europe. Et là, il faut trouver des arguments contre l'Europe. Donc, on est un peu obligé de revenir un peu à l'histoire. Parce que là, concrètement, en quoi l'Europe menace véritablement la Russie, c'est dur. Donc on fait appel à l'histoire, le nazisme, on fait appel parfois à Napoléon, etc. Donc en disant sur le thème, l'Europe est naturellement menaçante vis-à-vis de la Russie. C'est un danger naturel contre nous. Ce qui est absurde. Et c'est absurde, d'autant moins absurde que depuis quand même des dizaines d'années, ce n'est plus du tout le cas. Mais ça reste, c'est le fond du narratif. Et à partir de là, effectivement, on peut découler des scénarios, y compris des scénarios militaires. Gallagher parlait des exercices Zapad qui vont recommencer, ce qui montre au passage que les Russes anticipent la fin de la guerre en Ukraine. S'ils recommencent à faire des exercices dans l'Ouest, s'ils construisent des infrastructures pour installer des troupes, c'est qu'ils anticipent déjà quelque chose, et ils anticipent déjà que le front principal pour eux, maintenant, ce sera dans cette région, très, très concrètement, dans la région des Pays-Baltes, de la Scandinavie et de la Pologne. Magali. C'est d'ailleurs une région où il y a des minorités russophones qui peuvent servir de prétexte à une agitation menée, animée et manipulée par Moscou. Magali. Bon, il est spécialiste du genre aussi, Dimitri Medvedev. C'est vraiment le plus outrancier, le plus brutal, celui qui a vraiment dans cette équipe autour de Vladimir Poutine, ce rôle-là d'accabler en permanence les Européens, dans leur promettre le pire. Et alors là, c'est IA, et vous voyez, c'est devant des jeunes. En fait, il était en une espèce de cours magistral, justement pour réécrire, pour refaire l'histoire. Évidemment, c'est par hasard au moment où on va célébrer la semaine prochaine les 80 ans de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a eu, lors de cette espèce de cours magistral, les photos, vous les avez peut-être vues tout à l'heure, placardés derrière des principaux dirigeants européens qui avaient l'air complètement hirsutes et ahuris. Alors, on avait un Emmanuel Macron qui s'était manifestement pris un point dans le visage, Ursula von der Leyen ahuri, Boris Johnson totalement hirsute, Joe Biden endormi. Donc il y a une volonté en plus de tourner en dérision en permanence ces Européens. Et bon, évidemment, c'est une façon de pointer l'ennemi, puis c'est une façon aussi de dire à quel point la grande Russie est bien plus forte que tous ces dirigeants européens qui sont, encore une fois, tournés en permanence en ridicule. Je ne sais pas si on reverra l'image tout à l'heure, mais vous l'avez certainement remarqué lorsqu'elle est passée à l'antenne. Alors c'est dans ce contexte de menaces russes contre l'Europe que s'organisent de mystérieuses manœuvres militaires en Biélorussie qui inquiètent le président ukrainien. Écoutons-le. Regardez la Biélorussie. La Russie prépare quelque chose cet été. Elle utilise des exercices militaires comme couverture. C'est généralement ainsi qu'ils commencent une nouvelle attaque. Mais où vont-ils aller ? Je ne sais pas. En Ukraine ? En Lituanie ? En Pologne ? Nous devons tous être prêts. Et c'est dans ce contexte que, dans les colonnes du Figaro, un haut gradé de l'armée française dit « Il y a 100% de chances pour que Vladimir Poutine essaie de tester où il sentira une faiblesse, Gallagher. » C'est à le mérite de la clarté, il n'y a pas d'ambiguïté. Ça veut dire qu'il va le faire. Comment, où, quand, on ne le sait pas, mais il n'y a pas de doute sur le fait qu'il va le faire. Et ce qui est intéressant, et je renvoie à ce bandeau, désormais la Russie nomme l'ennemi. C'est pas désormais. La Russie a toujours nommé l'ennemi, et c'est intéressant parce que ça nous renvoie à la manière dont nous avons construit notre projet européen, qui n'est pas pensé comme un instrument de puissance, mais bien au contraire, qui est animé par une volonté de pacifier nos relations entre voisins après des siècles, des décennies de guerre. Et donc nous attendons d'être désignés justement par l'ennemi avant
de réagir. Donc il est temps de réfléchir à cela et d'agir en conséquence. Ça ne veut pas dire désigner à tort et à travers, mais ça veut effectivement dire, comme on dit en anglais, prier pour le meilleur, mais se préparer au pire et se préparer très concrètement. Quand on apprend que les Russes, dans le cadre de l'exercice Zapad, selon Zelensky, se préparaient à mobiliser des hommes de différentes nations, des Biélorusses sans doute, des Russes, d'autres peut-être, on verra, mais qui vont se compter en dizaines de milliers, et que nous, dans le cas d'une force de réassurance, on en cherche 20 000, ça ne ressemble pas de la faiblesse, c'est de la faiblesse. Donc ça, il faut comprendre que ce sont des signaux, des messages qui sont envoyés à ceux qui nous désignent comme étant l'ennemi, et il faut corriger et agir en conséquence. Alors, allons plus loin avec vous, colonel Goya, carte à l'appui. Quelles seraient les cibles de Moscou en Europe ? Dans un contexte où, je vous le disais, Dmitri Medvedev estime que l'OTAN est un bloc hostile, mais l'Europe aussi, qu'il faut dénazifier comme l'Ukraine, et Volodymyr Zelensky qui rajoute, attention, justement, la Russie peut potentiellement frapper partout. Alors il y a potentiellement plusieurs portes d'entrée pour l'armée russe en Europe, et la première porte d'entrée, ça peut être Narva, donc c'est une ville estonienne à la frontière avec la Russie. Narva, c'est à 150 mètres seulement de la Russie. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs la ville se prépare en ce moment à une invasion russe avec des préparatifs militaires, avec des contrôles qui sont renforcés. Pourquoi cette ville peut être une porte d'entrée pour l'armée russe, colonel ? Écoutez, juillet 1944, grande bataille à Narva, et c'est à ce moment-là que les soviétiques pénètrent, repénètrent en Estonie, qu'ils occupaient précédemment, ce qui provoque au passage d'ailleurs ce qu'on appelle la grande fuite. Vous avez 80 000 Estoniens qui s'enfuient parce qu'ils voient arriver effectivement les soviétiques, le retour des soviétiques sur leur territoire. Donc c'est véritablement, on voit la pointe, c'est une pointe avancée. Particularité, c'est une ville qui est presque entièrement russophone, à 90% pratiquement. Et il y a toujours la possibilité pour les Russes d'utiliser des sympathies à l'intérieur de cette population pour préparer quelque chose sous le seuil de la guerre ouverte. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une révolte populaire à Narva, s'il y a une milice locale qui prend les armes? Nous, Français, par exemple, alors que nous sommes en Estonie, qu'est-ce qu'on fait? C'est une affaire intérieure. Est-ce qu'il faut intervenir ou pas intervenir? Donc ça peut servir de masque à une opération éventuellement plus importante. Que se passe-t-il si, par exemple, ces miliciens appellent au secours le grand frère russe et que ceux-ci sont obligés de venir à Narva et puis peut-être occuper le reste de l'Estonie pour les sauver, bien sûr. Je précise qu'il n'y a qu'un fleuve qui sépare la Russie et l'Estonie, le Narva, justement. C'est très près. Je rappelle aussi qu'il faut rappeler l'Estonie, c'est tout petit. C'est petit, c'est très peu peuplé. Et donc c'est très vulnérable en réalité à une action rapide et en force. Le deuxième point d'entrée en Europe pour l'armée russe pourrait être l'île de Gotland en Suède, à tel point que les Suédois ont renforcé également la présence militaire à Gotland. Pourquoi ce terrain, cette île en mer Baltique, peut représenter un intérêt stratégique pour les Russes? Alors écoutez, Gotland, c'est un peu le pendant de Kaliningrad. Alors c'est une petite île, la surface, c'est la moitié d'un département français, assez peu peuplé, mais c'est, comme je parlais tout à l'heure de Kaliningrad comme un grand porte-avions, c'est également une sorte de porte-avions terrestre. Et celui qui le possède, celui qui s'installe sur cette position, a le contrôle des eaux. Il peut tirer un missile sur toute la Baltique. Il peut servir comme base de feu aussi ou base de départ contre Kaliningrad. Et inversement, les Russes, alors par une opération amphibie, une opération aéroterrestre, pourraient être tentés de s'emparer également de ce point pour de la même façon s'en servir de base contre la Suède ou simplement essayer de mieux contrôler cette mer Baltique qui jusque-là est plutôt une mer otanienne. Troisième porte d'entrée, qui est un terrain ultra stratégique dont on vous parle régulièrement sur LCI, le corridor de Suwałki. Alors ça il est ici en rouge, donc à la frontière entre la Lituanie et la Pologne. Alors expliquez-nous, colonel, est-ce que la Biélorussie, elle peut emprunter ce corridor ?
On est dans une configuration compliquée. Hein. Alors en fait, ce corridor, c'est surtout une frontière entre la Pologne et la Lituanie. Ça date de 1920, c'est après la guerre entre les deux États qu'ils ont établi une sorte de zone démilitarisée. Il n'y a pas de route à l'intérieur, en réalité. Mais c'est une zone effectivement sensible. D'abord, bien sûr, parce qu'elle relie la Biélorussie, pays allié de la Russie, voire même grande base avancée de la Russie, à l'exclave de Kaliningrad, qu'on peut se dire d'abord du point de vue russe que ça peut servir de moyen de désenclaver Kaliningrad, de la ravitailler et inversement de couper les pays baltes, de les isoler de la Pologne et du reste des pays de l'OTAN. Donc oui, c'est quelque chose qu'on surveille particulièrement. Il est possible d'ailleurs que les exercices Zapad qu'on a évoqués, ces grands exercices auxquels les Russes renouent avec ce genre de choses, un des scénarios possibles, c'est toujours des scénarios de défensive agressive. Donc ils peuvent dire, voilà, Kaliningrad est menacé par les pays de l'OTAN et donc nous mettons en place, nous organisons une opération offensive de dégagement de Kaliningrad. Alors quatrième corridor. Par le corridor de Suwałki. Dernière cible potentielle en Europe qui peut vous surprendre, c'est l'archipel du Svalbard. C'est tout au nord et ça appartient à la Norvège. Alors pourquoi c'est important pour la Russie ? Alors c'est un territoire très particulier, l'archipel. Alors là aussi, la cartographie est trompeuse. C'est grand comme un demi-département, moitié d'un département français. C'est tout petit en fait. Mais c'est stratégique. C'est stratégique, on voit bien, c'est au cœur de l'océan glacial arctique. Ça commande la route, les routes maritimes, notamment celles qui mènent à l'Atlantique, qui sont au passage des routes stratégiques, parce que c'est par là que passent les sous-marins nucléaires de lanceurs d'engins russes. Il y avait eu des combats pendant la Seconde Guerre mondiale pour la possession de cet archipel, justement parce qu'il y avait des convois inverses britanniques qui venaient ravitailler l'Union soviétique. Alors, particularité de ce territoire, c'est que, alors il appartient à la Norvège, mais en même temps, il est neutre. Donc n'importe qui peut s'y installer, exploiter les ressources et vous avez sur place, c'est très peu peuplé, vous avez 3000 habitants, vous avez une petite colonie russe. Et ça sert de prétexte à la Russie pour contester à la Norvège la possession de ce territoire. Et donc il y a peut-être la possibilité d'une opération éclair sur ce territoire pour s'en emparer, en prenant peut-être aussi prétexte pour de venir secourir la colonie russe, la toute petite colonie russe qui est sur place, et là encore, se servir de ce territoire comme base ou de surveillance, d'opération au cœur de l'océan Arctique. Merci, colonel Goya. C'était extrêmement clair. On poursuit ce débat avec vous, Gérard Longuet, ancien ministre de la Défense, et Claire Cambier qui nous a rejoint. Bonsoir Claire, reporter pour LCI et TF1. Vous êtes rendu en Estonie, donc on va parler avec vous de Narva. On comprend que c'est l'une des premières portes d'entrée pour l'armée russe. Gérard Longuet, vous nous appeliez il y a quelques instants à la vigilance. Quand on voit ces différents scénarios expliqués par le colonel Goya, on voit que le risque, il est réel. Alors, il y a quand même des bémols. L'affaire de l'Ukraine a apporté la démonstration que la marine russe n'était pas à la hauteur. Et la marine russe est pratiquement neutralisée, elle ne sort pas de la mer d'Azov, elle n'affronte pas les côtes ou des navires ukrainiens. Donc c'est très intéressant. J'écoutais le colonel Goya. Kaliningrad est en réalité une île qui n'est accessible librement pour les Russes que par la mer. Or, ils ne contrôlent pas la mer. Et ça, de ce point de vue, la technique de l'OTAN est beaucoup plus maîtrisée. Et Kaliningrad est un porte-avions qui pourrait ne pas être ravitaillé. Et à ce moment-là, le problème de Kaliningrad, je le découvre en quelque sorte en vous écoutant. On comprend très bien que les Russes en fassent une affaire et un enjeu, parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils ne peuvent ravitailler Kaliningrad que s'il y a un corridor territorial qui n'existe pas. Et on aurait pu imaginer un accord après 91, après la dislocation de l'Union soviétique. On aurait pu imaginer un droit de passage permanent. Ce n'est pas le cas. Pour être très franc, je le découvre. Et en le découvrant, je me dis qu'en effet, les Russes peuvent peut-être négocier quelque chose qui leur permettrait d'échapper, enfin de mettre fin à l'isolement absolu de Kaliningrad. Car si la mer n'est plus libre, Kaliningrad n'est plus accessible pour les Russes.
Claire Cambier-Narva, que l'on voit, une des premières portes d'entrée pour l'armée russe, puisque la ville est à 150 mètres de la Russie. Vous vous êtes rendu là-bas. Est-ce qu'il y a cette peur chez les habitants de l'invasion russe ? Oui, il y a cette peur qui s'explique de plusieurs façons. Vous le disiez, la frontière, c'est simplement une rivière, donc on peut voir vraiment depuis Narva la ville en face d'Ivangorod. C'est assez impressionnant, avec le drapeau russe qui flotte au-dessus de la citadelle. On a discuté avec les habitants. C'est vrai que c'est une ville particulière puisque, vous le disiez, Michel Goya, 90-95% de la population est russophone. Il y a un tiers qui ont la nationalité également russe. Et pour autant, oui, il y a cette crainte par cette proximité, donc dans la ville de Narva, mais également dans tout le pays, puisqu'il y a 300 km de frontières communes avec la Russie, puis aussi de par l'histoire du pays qui a connu 50 ans d'occupation russe, un régime soviétique qui a été assez dur avec la population locale. Donc évidemment, depuis le début de la guerre en Ukraine, cette peur, elle est présente. Il y a beaucoup d'habitants qui nous disaient, effectivement, quand on a vu ce qui se passait en Ukraine, on s'est dit, s'il y a un prochain pays attaqué, ce sera nous. Et ils s'y préparent d'ailleurs. On peut les écouter, ces habitants que vous avez interviewés, Claire Cambier. Écoutons-les. Je ne veux même plus regarder les nouvelles parce que j'ai la nationalité russe, mais je vis en Estonie. Ce sont deux pays qui ne sont plus vraiment amis, mais c'est comme ça. Les gens partent d'ici. Chaque jour, on vit comme au bord d'un volcan et on ne sait pas quoi faire. Interview réalisée avec Charlotte Lefettet, Claire Cambier. On sent bien que pour les Estoniens, je vous ai vu Gallagher réagir, ce scénario, il est réaliste et depuis bien longtemps. Oui, il est réaliste et il s'y prépare depuis de nombreuses années. On a rencontré aussi le ministre de la Défense, Pevcourt, qui a indiqué qu'ils ont rehausser les dépenses pour la défense, 5% du PIB, on est presque au niveau de la Russie actuellement. Et ce ministre me disait, on sait très bien que la guerre en Ukraine, elle va finir un jour, et quand cette guerre, elle finira, eh bien les troupes russes, on le sait d'après les renseignements qu'ils collectent, eh bien ces troupes vont se revenir, disons, sur le long de la frontière. Lui, il estimait à 50 à 60 000 soldats qui pourraient se positionner le long de la frontière. Et puis on l'a vu aussi ces derniers temps avec, par exemple, Saint-Pétersbourg. À Narva, on est plus proche de Saint-Pétersbourg, par exemple, que de la capitale Tallinn. À Saint-Pétersbourg, eh bien, il y a un hôpital militaire qui est en train d'être réhabilité. Pas loin, dans une ville voisine, il y a également des bâtiments qui sont construits pour accueillir des soldats. On voit bien que la Russie, elle montre un peu les muscles et elle montre sa présence, clairement. Gallagher, rapidement. Non, je voulais demander à Claire si elle avait le sentiment d'une population qui se prépare activement. Les Estoniens, notamment de Narva, ont demandé à ce que l'armée ait une présence permanente là-bas, qu'elle durcisse et donc qu'elle rende permanente ces installations. Est-ce que ce sont des choses que vous avez vues, un sentiment que vous avez eu pendant votre séjour là-bas ? Oui, alors à Narva, c'est quand même particulier, comme je vous le disais, puisqu'il y a énormément en fait, de russophones et de personnes qui ont aussi de la famille de l'autre côté de la frontière. Donc souvent, ils nous font la distinction entre le gouvernement russe qu'ils condamnent et la population. Oui. Ils le soulignent régulièrement. Mais oui, en tout cas, il y a cette crainte. La mairie met en place pas mal de choses. Il y a notamment, par exemple, des abris qui ont été créés. Mais souvent, les habitants nous disaient, s'il se passe quelque chose, nous, on s'enfuit. Voilà, on ne se mettra pas dans les abris. Merci Claire Cambier pour ce témoignage. Vous êtes au bon endroit devant le grand dossier sur la 26, un grand dossier consacré à Kaliningrad. Poutine menace l'OTAN alors que la Russie accuse l'OTAN, les Européens, de vouloir récupérer par les armes le territoire russe ultra stratégique enclavé au cœur de l'Union européenne. Le quotidien britannique The Times s'est procuré des conversations secrètes entre ministres européens de la défense qui travaillent, vous le savez, à bâtir une coalition de volontaires face à Poutine en Ukraine. Et le contenu est sidérant. Jade Partouche, vous nous avez rejoint, bonsoir. Bonsoir. Racontez-nous. Effectivement, en fait, les alliés européens revoient très clairement leurs prétentions à la baisse. Même 25 000 soldats, les pays européens auraient du mal à les aligner en Ukraine. C'est le Times qui fait ces révélations. Alors comment, en fait, des journalistes ont eu accès, vous le disiez, à des conversations secrètes entre
ministre de la Défense et chef militaire européen, au sujet de cette fameuse coalition de maintien de la paix en Ukraine. Le chef d'état-major britannique aurait demandé à ses homologues de rassembler 64 000 soldats pour veiller à la paix en Ukraine. Sauf que lors de cette réunion qui se tenait le 10 avril, donc il y a moins d'un mois, les ministres de la Défense européens ont déclaré qu'il n'y avait aucune chance, je cite, d'atteindre ce nombre et que même 25 000 soldats constitueraient un effort commun. Pour quelle raison ? Et en fait, pour un soldat actif, et je parle sous votre contrôle, il faut à peu près 3 soldats en base arrière pour assurer la rotation. Donc en tout, 4 soldats. Ce qui fait que pour atteindre ces 64 000 soldats rêvés, il faudrait en tout 250 000 hommes si les Européens veulent tenir sur un temps plus ou moins long. Hormis la France et le Royaume-Uni, eh bien, qui sont à la tête de cette initiative, personne ne semble vouloir aligner d'hommes, et surtout pas les pays les plus peuplés. L'Espagne, l'Italie, la Pologne auraient clairement indiqué qu'ils ne souhaitaient pas engager d'hommes sur le terrain. Selon cette même source, l'Allemagne aussi, a priori, serait réticente. L'Estonie et la Finlande craignent que le fait d'engager des hommes dilue un peu leur propre défense frontalière. Si les pays les plus peuplés ne s'engagent pas à envoyer des troupes, c'est une impasse. Voilà ce que dit une source diplomatique anonyme. Donc quand on fait le calcul, il ne reste très clairement que les soldats promis par la France et le Royaume-Uni qui promettent chacune d'envoyer à peu près 10 000 hommes. La Russie a 800 000 soldats sur le terrain. Laissez-moi vous dire que si nous ne sommes pas capables d'en réunir 64 000, cela n'a pas l'air d'une faiblesse, c'est une faiblesse. Déclaration de la ministre de la Défense estonienne. On est donc ici bien loin, très loin même des prétentions initiales qui étaient de poster, rappelez-vous, des forces de réassurance, comme on dit, dans les grandes villes. Là, vous le voyez sur cette infographie, Kiev, Dnipro, justement des endroits stratégiques pour pouvoir se déployer rapidement s'il se passe quelque chose. C'est même ce qu'avait assuré Emmanuel Macron, rappelez-vous, à la sortie d'une réunion sur cette fameuse coalition qui se tenait à l'Élysée fin mars. Il y aura bien une force de réassurance avec plusieurs pays qui se déploieront. Et il avait dit, malgré tout, il reconnaissait, vous allez le voir, que l'idée ne faisait pas totalement l'unanimité aujourd'hui. À cela, vous ajoutez, et c'est important, le manque de moyens matériels, notamment ceux de l'armée britannique, pénurie d'artillerie, de camions de ravitaillement et d'autres équipements qu'elle reçoit normalement des États-Unis. Eh bien, c'est une faiblesse qui marque très clairement la difficulté qu'ont les pays européens à apporter, à assurer une garantie crédible à l'Ukraine sans l'aide américaine. Aveu terrible de faiblesse. À la place de cette coalition armée, Jade, les alliés envisagent donc plutôt des formateurs loin du front. Oui, c'est l'option en fait au rabais qui serait effectivement sur la table. La Grande-Bretagne et la France seraient désormais plus susceptibles d'envoyer des troupes d'entraînement dans l'ouest de l'Ukraine, donc à Lviv par exemple, au plus proche de la frontière avec la Pologne, plutôt qu'une force militaire armée qui serait à la base chargée de veiller sur les villes clés et sur les infrastructures. Eh bien, on parle ici plus que de soldats formateurs, donc pas des combattants, qui peuvent sans souci effectivement se retrouver à l'arrière du pays parce qu'on n'a pas clairement besoin d'eux, mais s'il se passe quelque chose, si le cessez-le-feu venait à être rompu par Vladimir Poutine, eh bien ces forces formateurs ne serviraient pas à grand-chose. Merci beaucoup Jade. Le constat est terrifiant, Gérard Langlais. Ce qui est le plus grave, c'est l'absence totale d'autorité politique pour définir un projet qui engage les Européens de l'Union et les Britanniques qui ne font plus partie de l'Union, mais avec lesquels nous sommes très solidaires. J'avais été très choqué par la déclaration du président Macron. Je comprends très bien ses convictions. Il voulait des troupes. Il a évoqué les troupes au sol au printemps, au début du printemps de l'année 24. Mais il l'a fait proprio motu, c'est-à-dire de sa propre initiative, après une réunion à l'Élysée, où les participants, qui étaient les chefs de gouvernement rassemblés à cette occasion, chefs de gouvernement de l'Union européenne, n'ont absolument pas accepté cette idée qui avait été évoquée et qui n'avait pas été retenue. Donc le premier problème ne sont pas les effectifs, je vous expliquerai ensuite pourquoi. Le premier problème, c'est la volonté politique avec une procédure de décision qui ne repose pas sur l'unanimité. Avec l'immense respect que j'ai pour Malte et Chypre, c'est quand même pas eux qui vont décider parce que leur contribution sera de toute façon modeste. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de décision de l'Union européenne et de la Grande-Bretagne solidaire. Alors les Anglais invitent, les gens viennent, les Français invitent, les gouvernements viennent, mais c'est pas ça une décision. Une décision, c'est comme on dit, un chef des moyens d'une mission. Et cela n'existe pas. Deuxièmement, sur les effectifs,
Ce que Madame Ursula von der Leyen avait évoqué pour fixer une somme, c'était en gros ce qu'économise l'Union européenne avec les 80 000 soldats américains qui sont aujourd'hui stationnés dans l'Union européenne. Donc, en fait, c'était de remplacer ces 80 000 soldats. On les remplace. C'est pas un problème. Le vrai problème, c'est pour quel usage. Si vous avez des troupes au combat, en effet, il faut 3 au repos, en préparation, en entraînement pour un combattant. Les soldats ne travaillent pas 35 heures par semaine. C'est beaucoup plus long quand ils sont au combat. Mais il faut quand même qu'ils se reposent, qui se préparent et qui se renforment. Donc on est complètement d'accord. Pour un soldat au combat, c'est au moins 3 ou 4. Mais c'est la même chose chez l'adversaire. Il ne faut pas se raconter l'histoire. Oui, mais ils sont 800 000. Non, ils ne sont pas 800 000 du tout. Il y a 1 300 000 soldats. Il y a en théorie 1 300 000 soldats dans l'armée russe. Engagés en Ukraine, il y en a sans doute moins de 300 000, qui eux aussi sont astreints à ces systèmes de rotation. Oui, mais selon les Occidentaux, colonel Goya, ils ont recruté 30 000 par mois. Je termine. La vérité, c'est que les autres pays ne veulent rien faire parce qu'ils ne sont pas préparés. Les Français et les Anglais iraient, mais seuls, c'est un peu idiot. Et où iraient-ils ? En Ukraine ou aux frontières de l'Ukraine ? On ne le sait même pas. Alors, vous savez, je crois qu'aujourd'hui... Tout ça, je vais dire, c'est exactement ce que je dis depuis le début, depuis des semaines, qu'on commence à évoquer ce sujet, depuis des mois même, que ça se termine exactement comme je l'avais expliqué. Alors, l'engagement majeur de l'Union européenne, c'était l'Afghanistan. On avait déployé 44 000 soldats au maximum. Sur ces 44 000, il y en avait 20 000 qui étaient véritablement dans des zones à risque et qui se battaient, qui menaient des opérations offensives. Sur ces 20 000, vous aviez 2 tiers, presque 3 quarts de Britanniques et de Français. Absolument. Voilà, plus des Néerlandais, des Danois, etc. Et on retrouve exactement la même problématique ici. Le problème, c'est pas, il y a un problème d'effectifs, etc., mais c'est surtout un problème politique. Effectivement. Est-ce que c'est un problème aussi, je veux dire, socio-militaire ? Est-ce qu'on envoie des soldats appelés, des conscrits ? Il y a des armées de conscrits. Est-ce qu'on les envoie dans cette opération au loin ? Si la France avait une armée de conscrits, principalement de conscrits actuellement, ils ne seraient pas engagés en Ukraine. Et donc, au bout du compte, je rappelle que l'engagement maximum de la France depuis la guerre d'Algérie, ça a été déploiement en 1990, c'était 16 000 soldats pendant la guerre du Golfe. Voilà, c'est à peu près notre barre dans laquelle nous, on est. Et le Royaume-Uni, à peu près dans les mêmes eaux. Et comme on est le poumon militaire de l'Europe, voilà, ça vient à peu près à ça. Le maximum que l'on peut faire, véritablement, ça n'a pas changé depuis des années, c'est ça. Magali. Et puis il y a d'autres questions. Que se passe-t-il si ces troupes-là sont visées par les Russes ? Quelle garantie ? Est-ce qu'on veut se battre ou pas ? Est-ce qu'on accepte de se battre ? Quelles sont les garanties américaines ? Parce qu'on voit bien qu'en fait, ces pays-là ne veulent pas y aller parce que Donald Trump refuse pour le moment de donner un filet de sécurité américain. Oui. Et donc à ce moment-là, c'est considéré comme beaucoup trop dangereux. Gallagher, conclure. Moi, je vais sonner un son un peu différent. Je pense que ça va se faire. Je pense que le président français est très déterminé sur ce sujet, que les Britanniques ont la main qui tremble parce qu'ils veulent effectivement des garanties de la part des États-Unis, qui ont bien compris que s'ils ne veulent pas s'en occuper, il va falloir apporter ces garanties afin que les autres s'en occupent. Quant aux Baltes, la raison pour laquelle ils sont réticents, et il faut répondre à ces réticences, c'est parce qu'ils ont peur qu'un engagement de notre part déshabille Paul pour habiller Pierre. Parce que nous sommes engagés dans des missions de réassurance auprès des Baltes et de ces nations frontalières. Il y a aussi le sujet financier, c'est-à-dire que le coût d'une telle mission, elle se chiffre en milliards. Il va falloir financer, il faut trouver les effectifs, et il faut d'abord, et là je suis entièrement d'accord, la volonté politique, mais je crois qu'on va plus avoir beaucoup de choix très bientôt. Merci à tous et à toutes pour avoir participé à ce grand dossier.